Toi, mais t'as tellement de volonté, tu manges très clean, tu fais hyper gaffe, et puis en plus tu vas courir, puis moi j'aimerais bien être comme toi, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, ça c'est toxique. Ton objectif est quasiment toujours inatteignable, donc tu te dis toujours que t'es qu'une. Donc à 29 ans, je décide d'arrêter la pilule pour avoir un bébé et là je me rends compte que j'ai pas de cycle en fait. Forcément puisque je suis vraiment en sous-poids par rapport à mon poids naturel. Le médecin m'a pas dit alors arrêtez la course à pied et puis surtout reposez-vous et prenez un max de calories. Et je suis tombée sur le blog d'une jeune femme qui à l'époque avait vécu la même chose que moi et qui avait réussi à concevoir des enfants naturellement. Quelque part c'est mes enfants aussi qui m'ont un peu sauvée de mon propre démon. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Popote et Popote. Un épisode que je vais encore faire en visio chez moi. Et mon invitée aujourd'hui, ça sera Florence Gillet, que vous connaissez peut-être, qui tient le compte Instagram Je n'ai plus mes règles et qui a donc un livre aussi du même nom, mais je pense qu'elle nous en parlera. Pour cet épisode, je vais faire un petit déjeuner. Donc ici, il est 8h30 et Florence qui habite à Dubaï, il y a 3 heures de plus, donc elle va prendre son déjeuner. Donc je vais me préparer mon petit déjeuner. Mais si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restos en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des épisodes dans des lieux parisiens, un peu moins fréquents en ce moment parce que je suis en congé maternité et vous allez peut-être voir apercevoir mon fils pendant cette vidéo. Mais je fais aussi des épisodes en visio. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc hier, je me suis préparé un petit flan vanille. Je fais pas ça tout le temps, hein, mais c'était pour la vidéo. Il est là. Et en fait, c'est une recette spéciale que je voulais tester depuis longtemps et que j'avais jamais pris le temps de faire. C'est un flan vegan que j'ai fait avec des pois chiches. Assez fou. J'ai fait décongeler des framboises, comme tous les matins, je fais ça. Et des petits suisses. Et donc, si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans la description. Je vous partagerai ça. J'ai vu plusieurs recettes. De certaines, c'était des haricots blancs, d'autres des pois chiches. Mais j'avais pas de haricots blancs, donc j'ai pris des pois chiches. C'est des pois chiches secs qu'il faut faire tremper. Donc ça prend un peu de temps. Il faut les faire tremper la veille. Ensuite, il faut faire la préparation. Et ensuite, il faut qu'elles refroidissent. Donc il faut bien 2 jours pour faire ce truc. Bienvenue Florence dans cette vidéo en visio de Papote et Popote. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On a déjà fait une vidéo ensemble. Enfin, c'était un replay de live que j'avais mis sur ma chaîne, mais on n'avait pas abordé ton histoire personnelle à toi. Donc, c'est l'occasion. Et c'est l'occasion aussi de faire le concept Papote et Popote. Donc toi, tu es à Dubaï. Exact. 3 heures de décalage. Moi, c'est le matin, donc plutôt petit déjeuner. Et toi, tu es donc à midi. Il est presque midi, là, en fait. Il est presque midi, donc j'ai choisi plutôt un déjeuner. Qu'est-ce que tu nous as... Enfin, qu'est-ce que tu t'es préparé? Alors, donc, j'ai pas préparé, j'ai commandé pour l'occasion. Ah ouais. J'ai pensé à toi parce que je sais que ça t'avait beaucoup aidé dans ta sortie de TCA. Donc, je sais pas si on voit, c'est une salade avec du falafel, avec de l'houmous d'aubergine, des avocats, du butternut, tout ça. Et alors, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'aime cette salade et je l'ai commandée assez souvent. Mais avant, ils mettaient un petit peu de pain avec. Et là, c'est fini. Ah, donc, c'est les aléas de la livraison. Je connais ça par cœur. J'ai ajouté du pain parce que y a un truc que j'ai appris dans ma guérison de troubles alimentaires que je fonctionnais moins bien si j'avais pas de glucides à peu près à tous les repas. Donc voilà, j'ai ajouté un peu de pain avec un peu de beurre et je me réjouis de déguster ça avec toi. Et je te remercie de ton invitation parce que j'aime beaucoup Papote et Popote. Et c'est vrai que je me disais à chaque fois que le jour où je viendrai à Paris, il faudrait qu'on le fasse, mais je viens assez rarement à Paris, il faut le reconnaître. Ouais, et puis quand tu viens, t'es avec ta famille,
Enfin voilà, c'est Alors, moi, je suis d'autres pas circonstances. française, donc Oui, je reviens pas à Paris pour voir ma famille. Ma famille est à Bruxelles, mais c'est vrai que bon, Paris, j'y vais plutôt en touriste. Et donc, quand tu as lancé l'appel en disant voilà, on fait en visio, vu que ouais. voilà, mon bébé est né, etc. Et je me suis dit ah bah trop bien, je veux bien être être Mm. la la bénévole qui va se présenter pour manger un petit plat et discuter avec toi. Ok, trop chouette. Écoute, ça a l'air trop bon ton truc. Je valide. Je pense que vous avez un peu les mêmes genres de. Enfin, il doit y avoir des différences, mais Dubaï, c'est une grande capitale. Il doit y avoir beaucoup de choix comme à Paris en termes de resto, de livraison, de trucs. C'est la folie, quoi. Il y a trop de La choix. folie. Vraiment, je dois dire, Dubaï est devenue, je pense, une des capitales culinaires parce que tu peux Ouais, vraiment trouver beaucoup de choix de resto. Enfin, la concurrence sur le marché des ouais, restos doit être particulièrement dure, je pense, pour les restaurateurs. ouais. Et en plus, Dubaï, comme c'est une ville qui continue d'évoluer, de changer, de grandir, Mm. on a l'impression qu'il y a toujours des nouveaux concepts, en fait. Moi, ça Ah ouais, fait bah ici, c'est pareil. Mais vous, voilà, c'est c'est pire, plus je de pense. 15 ans que j'y suis. Ça fait même 17 ans que j'y vis, donc beaucoup de temps. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à tester, toujours des nouveaux Ouais, concepts. Et pareil donc, ici. oui, on est assez gâtés en termes de choix culinaires. C'est vrai. Et puis en plus, on est évidemment, enfin, tu peux vraiment manger toutes les cuisines possibles et imaginables d'un point de vue Mm. du type de cuisine, quoi. Tu peux manger très bien indien, évidemment, tu vas avoir tout le Moyen-Orient, mais tu peux manger du très bon français aussi, Mm. du très bon italien. Enfin, en fait, il n'y a pas de limite vraiment. Ouais, ouais, c'est comme ici. Enfin, je pense que c'est même pire qu'à Paris. Bon, il y a Raphaël qui commence à vouloir participer aussi. Pour commencer, bah écoute, bon appétit. Moi, je vais Merci. manger aussi mon petit déj Et ben, avec bon appétit Raphaël. à toi. Pour commencer, ma première question, comment tu te définis en tant que mangeuse? Ouais. Si tu as un adjectif qui peut te qualifier. Je dirais que aujourd'hui, c'est vrai que je me qualifierais quand même de mangeuse intuitive et ça n'a pas du tout toujours été le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. C'est pas quelque chose qui était inné pour moi. Mais je dirais que je suis vraiment capable aujourd'hui d'écouter beaucoup mes envies. J'ai pas du tout de jugement. Enfin, la façon dont je vois la nourriture, c'est que tout est neutre. En fin de compte, Mhm. je veux dire, il n'y a pas d'aliment que je vois comme bon ou mauvais. Pour moi, c'est un peu vraiment la dose qui va faire le poison, entre guillemets. J'ai un passé je dirais plutôt de régimeuse chronique. Je suis quand même dans une forme de régularité des apports. Ça, c'est quelque Ouais. chose qui reste important pour moi, c'est qu'il y ait une régularité des heures des repas, des collations. Donc je dirais que je suis dans une forme assez inclusive de la nourriture, que je vois plus du tout comme la nourriture comme un ennemi, mais justement plutôt quelque chose qui va me donner plein de bonnes choses, pas uniquement en termes de nutriments, mais aussi en termes de plaisir. Je Ouais. me suis rendu compte aussi à quel point le plaisir a un rôle important dans la façon dont on choisit ce qu'on consomme et la façon dont on va aussi absorber un certain nombre de nutriments. Donc ça, c'est un peu comment je me définirais aujourd'hui. Ouais, mais c'est important parce que, enfin, tu dis qu'il y a une régularité. Et c'est vrai que les mangeurs intuitifs, on a souvent l'idée que c'est des gens qui mangent par faim et ils s'arrêtent quand ils n'ont plus faim, etc. Alors que il y a des gens, ils vont, je mange à midi, je mange, enfin, tu vois, ils ont un peu leurs horaires et ils se posent pas vraiment de questions. C'est l'heure de manger, je mange, quoi. Et Hmm, enfin, moi, je trouve que ça fait partie aussi des mangeurs intuitifs. Même si des fois, ils ont pas tellement faim, je pense que en fait, l'intuition, elle se régule autrement, tu vois. Elle se régule sur... peut-être s'ils ont pas très faim, ils vont un petit peu moins manger, mais ils vont quand même manger un petit peu. C'est pas forcément je mange rien ou je mange un repas gargantuesque, tu vois. C'est je mange absolument, un petit peu tout régulièrement et la quantité peut absolument. varier. Donc, Complètement. Et je mm, pense que c'est aussi, je trouve, quelque chose que j'ai appris dans, pour le coup, le travail de guérison
de mon alimentation troublée, c'était le fait d'apprendre que pour moi, ça fonctionne mieux d'avoir des apports réguliers. Pour moi, ça fonctionne mieux d'avoir toujours un petit peu des glucides au repas. Je suis pas quelqu'un qui va manger typiquement juste une salade. J'ai besoin en fait d'un certain nombre de choses et c'est pas pour autant que les autres autour de moi vont manger comme ça et c'est ok. Pour moi, ça a changé ma vie quand même de libérer cette partie-là de mon quotidien. Tu vois ce que je veux dire? De me libérer d'un certain nombre d'injonctions alimentaires qu'on a beaucoup, je trouve, dans notre société. Et donc, tu disais que t'as pas toujours eu ce rapport-là à l'alimentation. Donc, comment t'étais enfant et comment ça s'est, comment dirais-je, perturbé au fil des années? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que enfant, j'étais un enfant qu'on aurait vu comme difficile autour de la nourriture. Tu vois, j'étais une enfant qui n'avait pas envie de manger, sauf certains aliments. Et je sais que ça va te faire sourire parce que je sais que toi-même, Ah ouais, ça me redonne espoir. oui, oui, vraiment. Et c'est très intéressant parce que donc vraiment ma mère a toujours raconté qu'au moment des repas, toute petite déjà, je faisais semblant de dormir. Franchement, je pense qu'on n'a jamais vraiment compris exactement d'où ça venait. J'avais l'envie de manger certains aliments, mais c'était plutôt vraiment, tu vois, les aliments qui vont être vus comme ceux des enfants, quoi. Donc ça pouvait être des choses plus riches ou plus sucrées. Et je pense que moi je suis née en 1980 et je pense que pour mes parents ça a été extrêmement déroutant et qu'il y a eu quand même un petit peu, je vais dire une forme un petit peu d'obsession par rapport à est-ce qu'elle a vraiment ce dont elle a besoin, est-ce qu'elle va bien grandir, etc. Et donc ce qui était très paradoxal, c'est que je grandissais tout à fait normalement. J'avais pas de problème, par exemple, de croissance. Au contraire, je suis très grande, donc c'est un peu particulier. Il y avait pas vraiment de problème particulier tu vois, de pas prendre de poids ou de pas grandir correctement. Mais je sais que très tôt, j'ai compris que c'était quelque chose qui angoissait beaucoup mes parents. Et je pense que je redoutais un peu les moments des repas parce qu'il y avait toujours un petit peu la notion aussi de t'auras le dessert si tu manges le repas, qui était tout à fait normal à l'époque où moi j'étais enfant. Et c'était quelque chose qui, quand même, je pense, causait un petit peu de difficulté pour moi. Cette notion de on te donnera quelque part ce que tu as vraiment envie uniquement quand Mais tu ça, auras... c'est hyper dur à déconstruire, hein. Même quand tu es mangeur intuitif, c'est Absolument. hyper dur. Parce que mon mari, qui est mangeur intuitif, c'est hyper dur d'expliquer que le dessert, on n'est pas obligé de le mettre. Enfin, maintenant, il le sait, mais c'est tellement ancré que c'est hyper dur de dire. Parce qu'en fait, en France, en Belgique aussi, les repas, ils sont calqués sur un déroulé. Tu as déjà une entrée, un plat, un dessert. Et en fait, tu passes pas de l'un à l'autre. C'est pas comme ça dans toutes les cultures sur cette planète, mais vraiment en Occident, je pense, en Europe, c'est comme ça, quoi. Oui, absolument. Enfin, tu t'apportes pas le dessert en premier, quoi. Ça n'a pas de Non. sens. Et c'est même pas une histoire de diète culture, c'est juste un rituel. C'est vraiment le rituel du repas. Et du coup, c'est enfin, c'est compliqué quand t'as un enfant, tu dois lui amener, enfin, je pense qu'il faut pas mettre le dessert quand t'as un enfant un peu difficile comme ça. Mettre le dessert en fin de repas, c'est pas forcément la bonne tactique. Non, et encore une fois, j'ai pas du tout envie de blâmer mes parents qui, je pense, faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec aussi le peu d'informations qui étaient disponibles à l'époque. J'imagine que mes parents sont allés chez le pédiatre et ont fait part de leurs inquiétudes. Et est-ce qu'ils ont été entendus? Est-ce qu'ils ont été écoutés? Est-ce qu'ils ont été guidés? Il semblerait que la plupart des médecins disaient tant qu'elle grandit bien, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'était un peu invalider la souffrance que eux vivaient au quotidien, parce que vivre avec un enfant qui refuse de manger, ou qui mange très peu, ou qui a pas l'air de s'alimenter de manière équilibrée, etc., même si le médecin te dit vous inquiétez pas, c'est au quotidien l'angoisse de chaque repas. C'est préparer, mettre du temps de l'énergie dans un repas et le repas on n'y touche pas, ou l'enfant a peur de manger certains aliments, refuse même de goûter quoi que ce soit. Et donc je pense que
il y a eu quand même dans mon enfance une forme un petit peu de stigmatisation qui fait que c'est assez marrant parce que j'ai commencé à goûter des choses quand j'ai commencé à quitter la maison en fait. Donc je pense Ça a que duré longtemps alors. oui, j'ai vraiment mon adolescence et tout ça, je me rappelle pas de manger T'allais pas normalement au quelque McDo part. avec tes copines Si, mais du coup, ça, c'était pas un problème, tu vois. Moi, tu me disais, on va au McDo ou Ah, on mais va d'accord, mais manger. t'avais pas un gros... Parce que tu vois, il y a des levels. Hein. Parce que par exemple, un burger, c'est compliqué. Moi, Oui, ma non, fille, moi, pour le un coup, burger, elle peut pas. Hein. Parce qu'il y a non, le non. cornichon, il y a le ketchup. Le ketchup, c'est no way. Il n'y a pas de Mm. moyen de mettre du ketchup. Alors C'est que, sûr qu'il y a, tu vois, c'est un sûr qu'il y a enfant des niveaux. normal, entre guillemets normal, tu te dis, on va mettre du ketchup partout, ça va faire passer la sauce. Ah, c'est pas possible. Le ketchup, elle en veut Ouais. pas. Mais par exemple, Mm. moi non plus, le cornichon, j'y ai pas touché pendant hyper longtemps. Ouais. Donc, il y avait aussi des limitations. Par exemple, si j'ai pas goûté de pizza avant hyper tard, quand j'étais déjà adolescente. Donc, il y avait vraiment des trucs. Je sais pas pourquoi, c'était angoissant ou rebutant. Tu Après, mangeais pas de légumes euh, alors? je mangeais pas de légumes. Je mangeais quand même des fruits, mais vraiment pas de légumes, à part si c'était en soupe, en fait. Je dois dire que mon enfance n'a pas été très calme. J'ai eu une enfance assez Oui. chaotique. J'avais un parent qui était assez dépressif, hein, je pense était bipolaire. À l'époque, on n'appelait pas ça bipolaire, mais il souffrait de cette espèce de dichotomie entre soit des périodes où il est vraiment très dépressif ou des périodes où on appelait maniaque, c'est-à-dire vraiment très énergique et très excité, etc. Et il avait une addiction en plus. Donc je pense qu'au bout d'un moment, honnêtement, c'était tellement compliqué de gérer la situation de l'addiction au sein de la famille que mes soucis de nourriture sont un Oui. peu passés au C'était pas le second plan. problème, ouais. Je pense que c'est peut-être symptomatique aussi du fait que j'étais pas forcément au centre de ce qui se passait à l'époque dans ma famille, tu vois. Donc moi j'avais tendance à justement vouloir tout faire très bien, que j'ai pas l'impression de causer des problèmes. Je sais pas si tu connais cette théorie, mais la Ouais. plupart des enfants qui grandissent dans un environnement traumatique, ils sont persuadés que c'est eux le problème en fait. Donc Oui. tu te retrouves avec des enfants qui sont souvent assez perfectionnistes, qui réussissent bien à l'école, qui sont très indépendants, on n'a pas Mm. besoin de leur dire les choses, ils font les choses. Mais par contre, sur la nourriture, oui, c'est vrai que j'étais pas très équilibrée, disons. J'ai beaucoup mangé des nourritures qu'aujourd'hui on pourrait définir comme un petit peu trop riches et grasses et Ouais. sucrées. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionnait pour moi et bah, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des situations difficiles par rapport à ça. Et je dirais que j'ai commencé à me challenger à goûter des légumes ou des nouvelles choses vraiment vers l'âge de 18-19 ans quand j'ai commencé à prendre un peu mon indépendance. Et là, ça s'est réglé tout seul, en fait. J'ai commencé vraiment à goûter, à tester des choses. Ça a été très progressif, évidemment, hein, mais ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Et en fait, j'ai commencé mon premier régime beaucoup plus tard, à l'âge de 25 ans. Tard pour une rentrée dans les troubles alimentaires. Techniquement, oui, hein, parce qu'on le voit plutôt à l'adolescence. Et je pense qu'à Ouais. l'adolescence, je me suis pas forcément posé ces questions-là, encore une fois, parce que mon environnement était un petit peu bouleversé Mm. par la difficulté de grandir avec un parent qui a de gros soucis de santé mentale et physique, en fait. Et alors, à 25 ans, tu as entamé ce premier régime. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment t'as eu cette idée? Donc, la première chose, c'est que j'ai commencé ce régime l'année où j'ai quitté Bruxelles pour aller vivre à l'étranger. Et c'est la même année où j'allais me marier. Et Ah donc, en ouais. Donc, tu avais fait, déjà je pense rencontré ton que mari avant, oui, j'ai connu mon mari assez en tôt Belgique. en Belgique, voilà. Donc on a d'ailleurs vécu ensemble très rapidement parce qu'on était tous les deux étudiants et je dirais c'était assez naturel que je passe du temps chez lui. Enfin, lui, il Mm. avait un petit appart proche de l'université, donc si tu veux, naturellement, on s'est retrouvés pas mal à passer du temps ensemble très jeunes. On a décidé de partir à Londres en 2000, que je ne dise pas de bêtises, en 2005. Et donc, je suis partie à Londres en 2006. Et c'est la même année où on a organisé notre mariage.
Et je pense que pour moi, ça a fait effet de déclencheur, ces 2 points-là. C'était la première chose, c'était le fait de quitter mon pays d'origine où j'avais jamais Ouais. vécu ailleurs. J'avais évidemment ma famille, mes amis, mes repères. Je me suis retrouvée dans une ville où je connaissais personne à part mon conjoint à l'époque. Commencer une nouvelle vie, un nouveau job, se faire des amis. Et cette injonction de j'avais commandé ma robe de mariée 1 an à l'avance. Et donc c'est Ah, un peu bizarre parce que je trouve que, enfin à l'époque, le magasin où j'avais acheté la robe avait dit bon maintenant vous commandez donc fluctuez pas trop de poids. on Et m'a ça dit si tu pareil, hein. veux, ça a fait un petit déclencheur dans ma tête. Et je pense que c'est pas correct de dire ça aux jeunes femmes qui ont commandé leur robe de mariée parce que en fait une robe ça s'adapte. C'est pas, enfin je veux dire. Je suis Ouais. sûre que on dit pas ça aux hommes quand ils commandent leur costume. On leur dit pas attention, prenez pas Non. trop de poids. À mon avis, c'est bon bah tu prends du poids, on va le réadapter parce que tu as plusieurs essayages. Enfin, je suppose que pour toi c'était pareil. Tu la commandes et puis on Ouais. te donne Mais alors moi, rendez-vous. le truc, moi, j'avais voulu faire une robe un peu customisée avec une Ah, couturière, donc c'était vraiment un truc fait exprès pour moi. J'avais imaginé le truc avec elle, et donc c'était une robe sur mesure, vraiment sur mesure, et c'était un corset. En fait, quand elle m'a vue, la nana, j'étais vraiment dans les tréfonds de l'anorexie. Je pesais vraiment pas beaucoup, quoi. Je suis jamais tombée dans des clichés, moi. Je suis jamais tombée dans le cliché de la nana, mais j'étais super maigre. Et elle m'a quand même dit, il faut pas trop fluctuer de poids. Donc moi, je pouvais pas, moi, honnêtement, je pouvais pas perdre plus de poids. C'était techniquement impossible, à moins d'arrêter de manger totalement. Donc voilà, t'es d'accord comme quoi avec moi c'est que ouais, ouais, il y a ouais, un c'est vrai problématique. déclencheur autour de. Alors, je pense que le mariage en lui-même, il y a un peu toujours cette Ouais, notion de dire ça va être le plus beau jour de ta vie. C'est un peu ouais. le jour où toute ton esthétique va être au centre des photos, des vidéos, des images de tous tes amis. On met un peu le focus sur la mariée, hein. Il y a un peu cette notion que tu dois être la plus belle, tu dois faire tout un tas de trucs avant d'arriver à ton jour de mariage, etc. Et donc, pour le coup, moi, quand cette personne m'a dit ça, ça a été assez innocent. Je me suis juste dit, ah ben, je vais essayer de, tu vois, faire des choix un peu plus sains, entre guillemets. À l'époque, en plus à Londres, où j'avais déménagé, il y avait cette campagne de dire il faut manger autant de fruits et légumes tous les jours. Tu vois, il y avait un peu ça, on encourageait les gens à manger plus de fruits et de légumes. Et évidemment, c'est la grande époque de Kate Moss. Bah, Donc, c'était en 2006, quoi. voilà, 2000, donc cette année-là, Kate Moss lance sa collection au magasin Topshop à Londres. Et donc, vraiment, c'est l'apogée un peu de ce physique très, très maigre, mince. Moi, je commence simplement à faire attention. Tu vois ce que je veux dire? Je peux même pas te oui. dire que c'était un régime préconisé, mais je peux dire que je vais manger peut-être moins de desserts, moins de chips, ce genre de choses. Ouais, Vas-y, t'avais vas-y. peut-être pas une alimentation comme t'étais enfin, je sais pas si t'avais vraiment bien diversifié par rapport à ton enfance. Exact, mais à ce stade-là, ça allait quand même. C'était moins le souci. Donc, j'ai vraiment commencé plutôt d'une manière assez innocente. Et je pense même pas que c'était avec un poids particulier en tête, ou c'était simplement de maintenir en fait mon corps là Oui, où il était. Alors que en vrai, maintenant je sais ça, mon corps il se maintenait. maintenait naturellement sans que j'ai besoin de le contrôler quelque part. Et alors là où j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage, c'est qu'en faisant attention, plus ou moins, et aussi j'ai commencé à faire de la course à pied par ennui, je vais être honnête. J'étais dans cette nouvelle ville où je connaissais personne, où j'avais pas de famille, j'avais pas Mm. d'amis, donc j'avais mon job. Et puis en fait, mon mari, lui, il était dans une carrière hyper exigeante, donc je le voyais quasi pas, j'étais beaucoup seule. Ben en fait, j'avais commencé à faire de la course à pied pour m'occuper, en quelque sorte. C'est vrai que c'était chouette de courir à Londres. T'as quand même des beaux paysages. Moi, j'habitais assez proche de la Tamise. Il y a les parcs, etc. Donc, c'était sympa à faire. Et donc, la combinaison de faire attention
Et courir plus et être plus seule aussi, je pense que j'ai réduit les quantités de manière presque inconsciente parce que tu vas pas forcément cuisiner pour toi tout seul Ouais, comme tu cuisines bah avec, oui. avec quelqu'un d'autre ou quand tu fais partie d'une famille. J'ai perdu du poids et alors là, l'engrenage a commencé parce que j'ai eu la validation extérieure. Alors que honnêtement, je me vois aujourd'hui près 25 ans, j'avais pas de poids à perdre, honnêtement. J'étais déjà quelqu'un qui était naturellement plutôt mince, j'avais pas de problème de poids, j'avais pas de problème d'alimentation particulier, justement, je mangeais de tout. J'avais pas, tu vois, je faisais pas genre restriction et puis après perdre le contrôle, j'étais assez Mm. équilibrée par rapport à tout ça. Et quand les gens commençaient à dire ah mais t'as perdu du poids, mais c'est trop bien, blablabli, blablabla, Mm. là vraiment j'ai commencé à conscientiser beaucoup de choses et je suis tombée dans le piège de dire à ce moment-là il faut que je commence à compter les calories, il faut pas que je dépasse un certain quota, il faut que j'aille courir X kilomètres ou X fois par Parce que tu voulais semaine. perdre plus? Je pourrais même pas te dire que j'avais en tête de perdre, mais je pense que j'étais plus dans une angoisse de reprendre, tu vois. Ouais. Et comme Mais moi, cette j'ai angoisse me faisait perdre du poids, en fait. exactement. Oui, oui, parce que C'est en fin ça. de compte, En fait, t'as tu sais plus tellement comment peur de manger. prendre Bah que oui. tu finis par restreindre, restreindre, et en fait, tu perds. Je me suis vraiment retrouvée à tomber dans un truc que même moi, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de Mm. faire. Je sais pas si toi, t'as eu ça aussi, mais Non, je j'avais pense pas que conscience. vraiment, comme j'étais assez souvent seule et que je devais un peu m'autogérer les repas, etc., et que je m'étais mis en tête que moins c'était toujours mieux, moins de nourriture c'était toujours mieux et plus de sport c'était toujours mieux. Et ben en fait c'est parti très vite en sucette parce que en plus j'avais évidemment ce perfectionnisme qui me venait des traumas de l'enfance quelque part. J'avais tendance à me dire il faut toujours que je fasse plus, il faut toujours que je fasse mieux, il faut toujours que je sois la meilleure, il Mm. faut toujours que C'est vrai que le euh, perfectionnisme, c'est vu comme une qualité, mais ça l'est pas toujours, en fait. pour moi, ça a été plutôt toxique parce que, bah déjà, pour moi, le perfectionnisme toxique, c'est que tu mets la barre toujours trop haut. Donc, quelque part, ton objectif est quasiment toujours inatteignable. Donc, tu te dis toujours que t'es qu'une merde, en fait, parce que tu y arrives jamais vraiment. Tu vois Oui, ce que oui, je veux oui. dire? Tu te dis Et, jamais, je suis contente de moi aujourd'hui. Ça, tu te dis jamais. exact. À chaque fois que tu as alors après, peut-être ce que je décris, c'est aussi le syndrome de l'imposteur, mais à chaque fois que tu as une victoire, tu vas dire, oui, mais ça, c'est pas moi, c'est une coïncidence, ou c'est parce que machin chouette, ou parce que les Mm. circonstances étaient différentes. Donc, tu prends jamais, en fait, sur toi le fait de dire, oui, c'est moi qui ai travaillé à ça, oui, c'est moi qui ai fait Mm. ça. Et par contre, dès que tu suis pas à la lettre les choses que tu t'étais imposées, tu vas avoir un dialogue intérieur qui va être hyper incendiaire. Franchement, j'en souffre encore aujourd'hui. C'est de me parler hyper mal, en fait. Donc aujourd'hui, Mm. c'est complètement moindre. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment amélioré mon Mm. dialogue intérieur critique et je suis capable de l'entendre et de me dire, ah non, non, on va pas se parler comme ça, on fait plus ce genre de choses. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience parce que c'était tellement ancré en moi. Ouais, mais en fait, on n'en a pas toujours conscience parce qu'en fait, on se le dit pas forcément, mais c'est dans les comportements. Je Oui. trouve, par exemple, enfin, le truc du perfectionnisme, il est aussi là dans le sport, par exemple. Enfin, Mhm. le truc que, par exemple, si tu faisais ton tour de course à pied, fallait jamais que ça soit moins que ce que tu avais fait. Il fallait essayer de faire un peu plus, de Bien faire sûr. un 100 mètres de plus ou un 200 mètres de plus. Et Exactement. à chaque fois, et en fait, ça n'en finit jamais. Et t'arrives pas à rétrograder une fois que tu as mis en place un nouveau truc. T'arrives pas à rétrograder. Quand tu arrives à enlever, je sais pas, une tranche de pain sur ce que tu faisais avant, et bah tu peux plus une fois que t'as réussi à faire ça, tu peux plus revenir à ce que tu faisais avant quoi. C'est et ça c'est pas forcément un truc qu'on se dit, mais c'est quand même ça fait partie du dialogue intérieur du perfectionnisme. Mais comme c'est un comportement, c'est pas un truc qu'on s'est raconté dans la tête, on a du mal à conscientiser que c'est ça, je trouve. Complètement. Et en plus, moi, je trouve que la société validait sans arrêt Oui, ce que oui. je faisais. Donc, Bah oui, moi, tout le temps. j'étais récompensée quand tu sais, je travaillais dans une agence de com et donc il y avait plein d'autres personnes comme moi qui avaient entre 24 et 35 ans. Tu vois, c'était tous des Ouais. jeunes professionnels. Il y avait sans arrêt des gens qui amenaient des sucreries, des donuts. Mm. On célébrait les anniversaires. Évidemment, comme c'était à Londres, il y avait toujours de l'alcool.
Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on avait une table à l'arrière de notre plan de travail, tu sais, où on était tous assis. Il y avait une table où il y avait tout le temps des trucs à grignoter et moi, j'y touchais jamais. Et donc ça, je me souviens que les gens disaient, mais toi, mais t'as tellement de volonté. Quelle Mais discipline. et quelle discipline. Et puis, on voit bien, tu manges très clean, tu fais hyper gaffe. Et puis, en plus, tu vas courir. Et oh là là. Et puis, moi, j'aimerais bien être comme toi. Et t'es trop bien comme ça. T'as perdu du poids, etc. Et alors, ça, moi, c'était un truc dont j'avais besoin, en fait, d'être validée Ouais. constamment comme ça. Parce que j'avais jamais appris à me valider par moi-même et à me dire, Bah oui. Florence, c'est OK ce que tu fais. T'es pas obligée de rentrer dans le moule de l'esthétique de ce qu'on attend de toi. T'es pas obligé de te forcer à pas manger assez pour avoir de la valeur. J'étais pas capable de voir ça en fait. Parce qu'en plus j'étais sous pilule. Donc Oui. Donc évidemment, ça, c'est l'histoire. Oui, l'histoire, donc voilà. évidemment, tu te rendais pas compte que ton corps était complètement cassé. Parce que en fait, au bout d'un moment, j'ai tellement compté les calories que je mangeais vraiment en dessous de ce qui était vraiment nécessaire pour une personne de mon âge qui travaillait à temps plein, qui faisait du Mm. sport, du cardio en plus. Donc je me limitais tellement que bah, c'est sûr, mon corps a commencé à se mettre en mode survie, hein, à arrêter certaines fonctions parce que bah, il y avait plus assez d'énergie disponible. Donc, Mm. tu vois, le fait d'avoir froid tout le temps, Oui, voilà, c'est le ce que fait... j'allais dire. Même sous pilule, il y a des symptômes quand même. Exact. T'as froid tout le temps, t'es un peu plus irritable, un peu plus anxieuse. Mon sommeil a vraiment été affecté par le fait que je mangeais pas assez. Et puis évidemment, bah, ça, je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard quand j'ai arrêté la pilule, mais j'avais probablement déjà arrêté d'avoir des menstruations beaucoup plus tôt. À mon avis, Mm. ça a pas dû prendre tellement longtemps parce que je pense que en tout, j'ai dû quand même perdre suffisamment de poids pour que ça m'affecte vraiment de manière importante. Mais tu sais, on met toujours sur le compte d'autres choses aussi. Ah, je suis un peu stressée parce qu'on est dans une culture tellement grossophobe qu'en fait, on se dit Mm. jamais, bah peut-être je suis trop mince. En fait, peut-être c'est pas bon pour Oui, oui. moi. Ouais, ouais. Puis après, il y a aussi la dérive de peut-être je mange pas suffisamment, tu sais, de micronutriments ou je mange pas équilibré, alors qu'au final, c'est juste qu'il n'y a pas assez de calories, quoi. Exact. Donc moi, je mangeais très Mm. équilibré entre guillemets. Ouais, Je faisais des choix très sains entre guillemets. Mais le problème, c'est que j'étais en sous-alimentation constante, que des trucs hyper sains. Mais en ouais. fait, si à la Mm. base t'as pas assez, c'est pas forcément positif non plus. Ouais, ouais. Parce qu'après, quand tu te rends compte du problème, tu te dis, bon, je vais essayer de manger plus intelligent, entre guillemets, en mangeant plus de, je sais pas, de trucs où il y a une richesse micronutritionnelle, tu vois, axée sur, je sais pas, certains poissons. Mais au Ouais, final, dans ta journée, t'as toujours pas eu le quota calorique, même si tu manges. exactement. C'est bien de vouloir manger des petits poissons gras, etc. Mais il faut aussi manger, ou alors il faut en manger suffisamment. Ce qui est très difficile en fait, hein, en C'est très vrai. difficile. Enfin, Et quand puis, tu vas tu t'en lasser. Un petit poisson gras, ça va 2 minutes, mais on va pas manger ça tous exactement. les 4 matins. Enfin, moi, je trouve que c'est ça un peu le truc, c'est que dans les données micronutritionnelles qu'on devrait manger, je trouve que en fait, les aliments, ils sont tellement, c'est pas des aliments courants et il faudrait en manger tous les jours. Qui a envie de Exact. manger des sardines et du maquereau tous les jours? Enfin, peut-être les Pas Japonais, j'en moi. sais rien, mais pas moi non plus. Donc, je trouve que c'est un peu difficile d'atteindre ces soi-disant recommandations. Et complètement. Et Ouais. donc, mais ça vraiment, moi, j'en avais pas conscience. Et je pense que ce qui a beaucoup alimenté aussi ma façon à l'époque de gérer tout ça, c'était une forme d'insatisfaction corporelle en fait. C'était une Oui, oui. forme de sans arrêt me dire que j'étais pas assez bien, pas assez belle, pas assez mince, pas assez sexy, pas assez désirable. Tu l'avais pas au départ, puisqu'au départ, c'est juste la robe de mariée. Elle s'est aggravée, je pense, par la validation que je recevais en étant plus mince. Le fait d'être validée dans la perte de poids, ça m'a renforcé Oui. l'importance potentiellement d'avoir un corps plus mince pour être validée. Ouais. Mais je disais aussi, pour moi, l'insatisfaction corporelle, je l'avais déjà avant. Parce que je pense que dans ma famille, il y avait quand même une certaine emphase sur l'esthétique des femmes.
Et par exemple, moi j'ai eu pas mal d'acné adolescente, c'était un truc qui m'obsédait beaucoup. Enfin, je faisais vraiment de la dysmorphie par rapport à ça, mais à l'époque inconsciemment. Aujourd'hui, je sais que cette espèce de d'ultra concentration sur le fait que j'avais un bouton, etc., alors que potentiellement personne le voyait, je l'avais déjà. Et voilà, j'avais aussi été vraiment élevée. Enfin, je t'explique rien, hein, Caroline, quand on est Oui. enfant des années 80-90, il y avait quand même beaucoup cette question de la silhouette des femmes, la beauté des femmes. Enfin, c'était totalement Mais accepté c'est toujours là, en que fait, je pense. c'est toujours là, mais je trouve C'est juste que qu'on euh, évolue dans un microcosme et on a l'impression que les parents sont déconstruits, mais je suis pas très sûre que, tu as honnêtement, ils complètement mettent pas la raison. pression sur leurs filles, hein. Mais par contre, je trouve que il y a quand même d'autres messages qui peuvent arriver maintenant Oui, oui, via si tu les cherches. tous les médias. Si tu les Si cherches, tu c'est vas pas les faux. chercher. Et comme, Mais moi, je sais pas, il n'y a pas tellement de gens qui les cherchent, à moins d'avoir vraiment vécu l'enfer comme on l'a vécu. c'est vrai. Non, non, t'as Voilà. complètement raison là-dessus. Mais disons que je me rappelle d'avoir lu énormément de presse féminine et ça, Oui, c'était oui. cata. Je veux dire, tu regardes Et sur l'acné, c'est assez révélateur parce que tu as vraiment des acnés sévères où il y a vraiment besoin d'un traitement dermatologique, où vraiment tu as des Oui. cicatrices après. Ok. Mais moi aussi, j'ai eu de l'acné, mais je pense comme toi, tu vois, j'ai aucune cicatrice, rien. J'avais un petit peu d'acné. Je me rappelle qu'on m'avait emmené chez la dermato dans un truc esthétique, quoi. Enfin, la dermatologue, c'est un médecin, quoi. Elle était là pour me faire des soins esthétiques sur 3 boutons, quoi. Maintenant, ça me fait vriller, quoi. Les parents devaient aussi s'inquiéter que leur enfant rentre dans le moule parce qu'ils avaient peur, peut-être, Du harcèlement. du harcèlement. Et c'est vrai que Ouais. ça, le harcèlement, ça fait hyper peur. Et du coup, tu te dis, bah, si mon enfant, il rentre dans les cases, au moins, il sera pas trop embêté. Oui, et je pense que ma maman, malheureusement, avait eu beaucoup d'acné très sévère et je pense que elle a pas mal projeté cette insécurité-là, alors que je suis d'accord avec toi, mon acné n'était pas forcément super, super sévère non plus. Mais je pense qu'elle-même n'avait pas complètement déconstruit sa propre angoisse d'une peau enflammée et vraiment très affectée par ça. Donc je me rappelle de voir ma mère s'inquiéter de sa peau et donc si tu veux, tu imites ton parent en fin de compte. Je pense que pour moi, l'insatisfaction corporelle, elle a joué quand même un grand rôle dans la perpétuation, je vais dire, de ce que j'avais mis en place d'une question alimentaire, dans le fait que j'étais obsédée par l'idée de rentrer dans le moule, de toujours avoir l'air impeccable, si ça, enfin tu vois ce que je veux dire, d'avoir le ventre comme ça, les fesses comme ci, enfin en Ouais, fait ouais. d'obséder sur chaque partie du corps. Et donc ça a duré, je dirais quand même quelques années, puisque je me suis rendu compte que j'avais un souci de santé par rapport à un manque cruel d'énergie uniquement vers 29 ans. Donc à 29 ans, je décide d'arrêter la pilule pour avoir un bébé et là je me rends compte que j'ai pas de cycle en fait. Forcément puisque je suis vraiment en sous-poids par rapport à mon poids naturel qui serait bon pour moi. Sauf que à l'époque, les médecins voient pas forcément que c'est ça le problème. Et en revanche, ils me disent quand même que j'ai donc une aménorrhée hypothalamique ou le terme technique, c'est parfois hypogonadisme, hypogonadotrope. Donc vraiment un manque d'hormones, de la fertilité, d'estrogènes, etc. dû au manque d'énergie Oui. disponible. C'est pas les ovaires Et qui fonctionnent pas, non, c'est c'est le l'hypothalamus, quoi. c'est l'hypothalamus, donc qui est ce centre de contrôle hormonal qui dit en fait il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de Ouais. diversification alimentaire, il y a des grandes plages de temps, par exemple si tu sautes un repas où en fait on n'est pas alimenté, ou par exemple des jeunes femmes qui font le jeûne intermittent, ça peut leur arriver aussi. Et donc on me dit que j'ai ça, et à l'époque on me dit bah vous avez deux choix, soit on vous remet sous pilule contraceptive pour avoir des règles, entre guillemets, ça me fait rire aujourd'hui, parce qu'évidemment, Oui. sous pilule contraceptive, t'as pas de règles naturelles, tu n'ovules Ben pas. non. Et l'autre option, c'est que vous ayez des traitements pour avoir un enfant, donc une fécondation in vitro en l'occurrence à l'époque. Et là, c'est un peu le choc. Je me dis, c'est super bizarre. Je suis quand même, je suis pas forcément âgée. Je devrais être au stade où Ouais. ma fertilité est le plus. Et je pense qu'en perdant du poids, j'étais persuadée que je faisais du bien à mon corps, parce on nous a tellement
matrixée en se disant que perdre du poids, c'était toujours bien, j'ai passé un an dans le déni, en fait, à pas du tout comprendre ce que je devais faire, jusqu'à ce que j'ai eu la chance de chercher, en fait, en ligne. À l'époque, c'est un peu les balbutiements il n'y a pas encore de Facebook, mais je veux dire, tu as des moteurs de recherche, etc. Et je suis tombée sur le blog d'une jeune femme qui, à l'époque, avait vécu la même chose que moi et qui avait réussi à concevoir des enfants naturellement. Et donc, je prends contact avec elle, elle me redirige vers un forum à l'époque. Il n'y avait pas encore de Facebook. Et là, je me rends compte qu'il y a des tonnes de jeunes femmes qui sont dans la même situation que moi. Je crois qu'on était à peu près 500 sur ce groupe et qui décrivent des routines et des styles de vie très similaires, et que en reprenant du poids, en faisant moins de sport, en redonnant de l'énergie au corps, elles retrouvent des ovulations et elles recommencent à retrouver leur fertilité. Après, je fais un bémol très similaire quand tu as les lunettes de la personne qui a déconstruit, parce que très similaire, c'est vrai que si tu regardes en détail, c'est pas toujours la même chose. T'en as qui mangent plus, t'en as qui mangent beaucoup moins, t'en as qui font pas de sport, t'en as qui font énormément de sport. Enfin, il y a un panel, il y a une variété. Et c'est vrai que des fois, quand t'es dans le dur de ton trouble, tu te dis non mais moi je suis pas à ce point-là, je mange des féculents, ça va. C'est un truc, le corps c'est micro-manager à un point. Et si ton corps, pour toi, il a besoin de, je sais pas, j'ai une bêtise, 85 grammes de pain ou je sais pas quoi, et c'est pas 82 grammes, enfin tu vois, ça va tout faire planter, quoi. Des fois, ça se joue à pas grand-chose et tu peux pas le savoir. Il suffit de retirer 5 grammes de glucides, c'est bon, il part en... Enfin, peut-être que c'est pas à ce point-là, mais c'est vraiment, chaque personne est calibrée comme ça. Bien sûr. Et que, en fait, tu peux pas vraiment savoir ce que vivent les autres. Ce que je trouve maintenant fou, c'est que sur ce forum, on parle jamais vraiment de troubles des conduites alimentaires, alors qu'en fait, on est toutes dedans. Mais il y a un peu cette notion que ce serait normal de contrôler ce qu'on mange. Il y a jamais personne qui a dit, mais je pense que ce que je fais, c'est de l'anorexie, alors que je pense qu'à une époque, potentiellement, on aurait pu se dire que ce que je faisais, c'était de l'anorexie, en fait. Mais je me voyais pas du tout comme ça. Je me disais pas que j'étais quelqu'un qui... T'avais tous les critères, en fait. T'avais même l'aménorrhée. Exactement. Alors, maintenant, je pense que c'est plus un critère, l'aménorrhée, mais... non, c'est plus un critère, mais à l'époque, ça l'était. À l'époque, mais tu vois, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'étaient pas forcément capables de screener vraiment pour un trouble des conduites alimentaires de manière efficace, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs que maintenant, avec le recul, je me dis c'est fou parce que personne m'avait demandé est-ce que vous avez perdu du poids dans les dernières années, etc. Parce que ça aurait été tout de suite un signe de dire si t'as perdu X kilos en quelques années. Pourquoi déjà, tu vois, et puis de poser la question, mais vous étiez pas vraiment en surpoids, enfin qu'est-ce qui se passe dans votre tête, tu vois, mais je pense que les professionnels de santé, en tout cas ceux que j'ai vus à l'époque, et donc j'étais déjà à Dubaï à l'époque, j'avais déménagé entre-temps entre Londres et Dubaï, en fait ils ont jamais même dit, mais vous iriez pas parler à quelqu'un, enfin vous avez un peu peur de manger, il y a peut-être une relation un peu troublée au corps, au sport, etc. Ils m'ont tous dit, mais c'est bien, vous êtes vachement active, c'est bien pour vous, etc. Donc, c'était très dichotomique de se retrouver dans cette situation et de pas trop comprendre et en fin de compte de voir que sur le forum, les jeunes femmes mettaient en place quelque chose qui n'avait pas du tout été recommandé par mon médecin. Le médecin m'a pas dit alors arrêtez la course à pied et puis surtout reposez-vous et prenez un max de calories. Il m'a jamais dit ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai passé beaucoup de temps dans le déni et qu'une fois que je me suis lancée vraiment parce que je voyais bien que ça marchait sur les autres, c'était aussi parce que j'avais pas accès au traitement de fertilité à Dubaï. À l'époque, c'était pas possible d'avoir une FIV ou de quelques traitements de fertilité que ce soit. Légalement, t'avais pas le droit de le faire. Donc, j'étais un peu quelque part au pied du mur de me dire. C'est vraiment le terme. T'étais all in, quoi. Absolument, parce que t'étais vraiment au pied du mur, quoi. C'est vraiment la sensation. Complètement. En fait, t'as sauté en parachute, quoi. T'as sauté sans parachute, je veux dire. Complètement. Et en plus, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un livre qui soutient la méthode, il y a des groupes de soutien en ligne. C'était pas scientifique. Le livre a été créé beaucoup plus tard sur les encouragements justement de jeunes femmes comme moi. Imagine, c'était aussi dingue que de voir un mec qui te dit je vous tire les cartes,
Si vous Ah trouvez oui, oui. cette carte-là, vous allez retrouver vos règles. Enfin, c'était de la, C'est- ça pouvait être vu comme une pseudo-science, tu vois, c'était pas démontré. Complètement. Donc, C'était très t'es vraiment lancé inquiétant. là-dedans. Oui. Ouais, c'est. Et c'était inquiétant pour moi parce qu'en plus, il n'y avait pas d'aide psychologique avec. Ouais, Je me suis lancée dans la méthode All-in, qui était de manger suffisamment tous les jours, un minimum de calories de diversité des aliments, réintroduire tous les aliments que j'avais vus comme étant interdits, etc. Calmer largement le cardio et faire des choses beaucoup plus douces pour permettre à mon corps de reprendre ses droits. Et gérer le stress, là, pour le coup, je l'ai pas du tout fait. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée avec le seul objectif d'avoir un bébé. Mais donc, Caroline, j'ai pleuré des rivières pendant cette période-là, en fait. J'étais persuadée que déjà je ruinais mon apparence, j'étais en train de défaire tout ce que j'avais fait. Il y avait aucune garantie, entre guillemets, que ça fonctionne. Donc, ça a été très, très, très difficile. Et ce que je déplore de cette époque-là, c'est que j'en ai pas profité pour me dire, bah, je vais peut-être travailler sur mon attachement justement à une forme corporelle qui n'est peut-être pas celle qui me convient et ouais. travailler sur l'insatisfaction corporelle. Mais on parlait pas du tout de ces sujets-là en fait à cette époque-là. Donc j'ai fait le boulot. Heureusement, mes cycles sont revenus et j'ai eu des enfants tout de suite après, très rapidement, très facilement. Mm. Donc ça m'a permis de mettre en veille les troubles des comportements alimentaires pendant le temps où j'étais enceinte. Évidemment, quand tu es enceinte, à ce moment-là, tu te dis c'est pas le moment de me restreindre, etc. Et j'ai pas trop souffert d'insatisfaction corporelle pendant ma grossesse parce que ça peut arriver aussi, c'est que tu doives reprendre du poids et que ce soit Ouais. difficile même enceinte. Et puis j'ai allaité et je dois dire que j'ai pas trop souffert à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé un petit peu après avoir eu mon deuxième enfant? Et ben, je suis retombée en fait dans un nouveau régime, une énième façon de contrôler mon alimentation et mon corps. Parce que tu avais pris beaucoup de poids pendant tes grossesses? Mais même pas, en Même fait. pas? Ouais. Ce qui a déclenché à l'époque, c'est que mes grossesses ont déclenché 2 maladies auto-immunes. Donc après chaque grossesse, j'ai déclenché une maladie auto-immune parce que je pense que génétiquement, j'étais prédisposée. Et évidemment, la grossesse, elle bouscule pas mal de choses dans Ouais. l'immunité, etc. Donc j'ai développé une première maladie après mon premier bébé et une seconde après le second. Et j'avais de nouveau un peu d'acné. Donc ça, c'était de nouveau alerte rouge, acné, etc. J'ai commencé à faire des recherches et là, tu tombes très rapidement dans une forme plutôt d'orthorexie, tu vois, où tu es encouragé à dire il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, ça c'est toxique, ça ton corps n'aime pas. Si tu as une maladie auto-immune, il faudrait jamais toucher à du gluten, il faudrait pas manger de produits laitiers de vache, etc. Enfin, il y a un peu tout ce narratif qui est partagé en ligne et dont je suis tombée victime très facilement en fait parce que caché derrière tout ça, il y avait quand même aussi, je pense, une forme de contrôle du poids qui se cachait, même si je l'admettais peut-être pas Ouais. aussi fortement. Tu vois, je disais non, non, mais je me restreins plus. Mais par contre, je choisis mes aliments, je mange très clean. Il y avait un Mm. peu cette notion que tout devait être préparé à 100% à la maison. Fallait pas acheter des aliments qui étaient vus comme transformés, ultra transformés, ce genre de choses. Et donc j'ai développé beaucoup d'angoisse autour de l'alimentation. Et peu à peu, pareil, ça a été le doigt dans l'engrenage où tu commences par éliminer le gluten et 6 mois Mm. après, tu manges quasi plus rien en fait. Et à ce Et moment-là, tu as reperdu ton cycle alors? Ou il est resté alors, quand même? non. J'ai allongé mes cycles, donc c'est un peu le Ouais. premier signe qu'il y a quand même quelque chose Mm. qui se passe pas bien, mais je les ai pas reperdus entièrement parce que je pense que j'avais conscience qu'en point de vue quantité, il fallait que je fasse quand même attention à ce que je mange suffisamment. Mais là, par contre, cette période d'orthorexie, j'ai été hyper encouragée aussi par des naturopathes, par des médecins fonctionnels, à l'époque, c'était la grande mode de la méthode paléo, toutes sortes de régimes qui étaient un petit peu en vogue. Et en fait, j'ai vraiment surfé sur cette vague jusqu'à ce que je me retrouve de nouveau dans un état mental vraiment très très mauvais, quoi. Tout était anxiété. Dès que je sortais de chez moi, je touchais à rien. Je touchais à rien si je connaissais pas la provenance. Enfin, et c'est pour ça que je dis beaucoup à mes clientes aujourd'hui en tant que coach que il y a aucun aliment qui est plus toxique qu'un trouble du comportement alimentaire, en fait. Et là, en fait, ça a duré, je vais dire, 2, 3 ans. Sauf que là, j'avais déjà des enfants. Donc, c'était
hyper compliqué d'être dans un TCA en ayant des jeunes enfants, en ayant un job à plein temps. C'était super dur. Et en fait, à un moment, il y a eu une confluence de trucs dans ma vie compliquée. La boîte pour laquelle je travaillais a fermé. J'étais dans une grande anxiété, évidemment, puisque j'étais mal nourrie quelque part. Je mangeais que des trucs sains, mais je mangeais pas assez et je mangeais pas selon les besoins dont j'avais. J'avais des soucis de couple. Enfin, j'étais vraiment perdue complètement. Et là, j'ai commencé à me dire que j'allais aller voir une psychologue. Ça a été quand même super utile de commencer à détricoter un petit peu tout ça. Et au fur et à mesure, comme j'étais dans une phase d'inactivité professionnelle puisque j'avais perdu mon job, j'avais décidé d'arrêter un peu aussi parce que je travaillais dans un job dans le luxe où l'apparence évidemment avait une importance. Donc je me souviens qu'avec mon mari, j'avais dit bon là, il faut vraiment que je fasse une pause. En plus, j'avais des enfants en bas âge, c'était très très compliqué. Lui, il travaillait beaucoup, moi je travaillais beaucoup, on s'en sortait pas vraiment d'un point de vue de la gestion des enfants. Et sur cette période où j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir une psychologue qui était pas spécialisée dans les TCA. Moi, j'étais toujours persuadée que j'avais pas de TCA. Donc voilà. Oui. Je suis tombée sur des podcasts, des informations en ligne sur la méthode Health at Every Size, donc qu'on traduit parfois comme santé à toutes les tailles. Et là, ça a été le moment de réflexion où je me suis dit d'accord, en fait, je suis vraiment un peu victime de cette culture des régimes et de ce culte de la minceur. Et en fait, ce que je fais, c'est pas forcément sain pour moi, mais c'est venu plutôt d'une réflexion émotionnelle et mentale. C'est pas la psy qui t'a mis sur cette voie. Non. Comme quoi, il faut vraiment chercher, en fait. Parce que si tu prends ton Doctolib, je sais pas s'il y a Doctolib à Dubaï, mais tu prends ton Doctolib et tu cherches un psy, laisse tomber, quoi. Et je trouve que pour ça, les réseaux, c'est pas mal parce que tu vois vraiment l'approche. C'est encore il faut pas se faire piéger, quoi. Parce que tu vois, tu peux te faire piéger avec des gens qui sont un peu qui ont l'air d'être inclusifs, mais qui vont quand même te vendre du régime. Et oui, bien sûr. Mais moi, je crédite vraiment à l'époque, donc la jeune femme qui menait ce podcast. J'ai eu tellement de chance de tomber sur elle. À l'époque, elle s'appelait Kyla Prince. Je pense qu'aujourd'hui, elle se fait appeler Kai. Oui. Donc tout ça, c'est en anglais, le forum. En français, c'est quoi? Vous êtes 10 en francophonie? Ah ouais. Non, il y a vraiment très peu. Alors, je pense qu'à Québec, il y a de plus en plus de cette mouvance, parce qu'évidemment, Québec reçoit l'influence anglophone et a tendance à la traduire potentiellement vers le français. Mais une chance à l'époque que je parle anglais, parce que c'est grâce à ça que j'ai rencontré Dr Nicolas Sykes qui m'a aidé avec l'aménorrhée hypothalamie, qui a retrouvé mes règles. Et c'est aussi grâce à ça que je découvre à l'époque le mouvement Health at Every Size. Et en fait, ce qui a créé un déclencheur aussi à cette époque-là, et je pense que c'est intéressant d'en parler avec toi parce que t'es maman et t'as des jeunes enfants aussi, c'est qu'un jour, donc au milieu de mon marasme et de me sentir de dire il y a un truc qui va pas dans ma vie, tout part un petit peu en vrille. Un jour, on se retrouve au McDonald's avec mes enfants. Ce jour-là, j'ai faim et je me dis tant pis, je vais manger avec eux parce qu'à une époque, je touchais vraiment à rien de ce genre d'enseigne. Mais mes enfants, je les restreignais pas du tout en fait. De temps en temps, on allait au McDonald's, on achetait le Happy Meal, ça faisait partie des fêtes d'anniversaire, tu sais bien comment ça va. Et donc, on s'assoit et là, je mange avec eux et ma fille, 4 ans, me dit « Ah, mais maman, tu manges comme nous ?» Et là, moi, ça a fait électrochoc. Je me suis dit, en fait, je suis en train de partir complètement dans... Enfin, ça va pas, quoi. Ça va pas que ma fille de 4 ans ait compris que je mange pas comme elle et pourquoi je mange pas comme elle, et je vais pas lui expliquer que c'est parce que je pense qu'elle avait compris pourquoi. Je suis pas sûre qu'elle avait compris le pourquoi. Pas pourquoi, mais elle avait observé que maman mangeait pas comme elle, et ça m'a fait flipper complètement. Donc quelque part, c'est mes enfants aussi qui m'ont un peu sauvée de mon propre démon, parce que j'étais angoissée de leur passer des troubles des conduites alimentaires. On l'est tous, je pense. Quand on a des troubles alimentaires. Moi, c'est ma grosse angoisse, c'est quand je consulte pour ma fille avec ses troubles de l'oralité. Oui. Quand il me demande, alors les antécédents dans la famille. Et franchement, c'est à chaque fois, je sais, des fois je le dis, des fois je le dis pas. Oui. Parce qu'en fait, je sais pas comment ça va être interprété, s'ils vont me dire, voilà, c'est de votre faute. Surtout quand t'es la mère.
Enfin, je trouve que même si t'es irréprochable, t'es souvent mis sur la sellette. Alors, surtout que le problème de ma fille, enfin, des fois, il y a des gens, ils voient pas trop la différence avec l'anorexie. Alors Oui, que il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation corporelle. Il n'y a pas cette insatisfaction exact. corporelle sous-jacente là. Enfin, pour moi, la différence, elle est évidente. Quand tu as vécu l'anorexie, tu sais très bien ce que Mm. c'est. Mais d'ailleurs, ils ont un nom pour ce trouble, justement, je Ouais, il y a dirais, ARFID. ARFID, exactement, et Ouais. qui est Alors, un des seuls troubles des conduites alimentaires qui n'a pas d'éléments autour de ouais. l'insatisfaction corporelle ou de la recherche de minceur d'une manière ou d'une autre. Donc, elle est encore petite, donc on ne peut pas la Oui, ça mettre peut dans cette changer. Ouais. case. Oui, oui, complètement. Bah, d'ailleurs, ça te rassure de voir que moi, franchement, je mange de tout. Il y a très peu de choses que je mange pas. Et donc, je devais avoir à peu près 35 ans, donc vraiment j'ai vivoté dans une sorte de trouble du comportement Mm. alimentaire pendant une dizaine d'années, on and off. Et puis j'ai finalement fait le travail. Et donc une fois que je me suis rendu compte de ce qui se passait, là j'ai vraiment recruté des spécialistes. Heureusement, j'avais aussi de quoi me payer de l'aide parce qu'à Dubaï, Ouais. malheureusement, je ne serais pas aidée. J'ai vu un diététicien spécialisé qui était génial d'ailleurs, qui fait un super boulot. Il s'appelle Chris Sandel et il a beaucoup de contenu en ligne pour celles qui parlent anglais qui sont vraiment intéressants. Sa boîte, Mm. c'est Ouais, on Seven pourra Health. mettre. Oui, oui, il a un podcast qui fait depuis des années, et c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de connaissances de son métier. J'ai vu une coach en image corporelle, ce que je suis devenue ensuite, Ouais. qui m'a vraiment aidé à mettre de la perspective par rapport à comment je me vois, accepter que mon corps, il va pas forcément rentrer dans le moule et ça m'empêche pas de vivre pleinement, de faire les choses, d'être bien dans ma vie, etc., de plus laisser mon apparence en fait définir ce qui se passe dans ma vie. Et puis petit à petit, à force de pratiquer ces nouvelles choses et de m'autoriser de manger comme j'en avais besoin, de dédiaboliser tout un tas de choses, je me suis sentie de mieux en mieux et aujourd'hui j'ai plus de problèmes avec ces choses-là et c'est une chance parce que je trouve qu'en vieillissant c'est aussi pas simple. Je sens bien que Bah oui. ton corps change, ce qui est tout à fait normal à mesure que tu vieillis. En tant que femme aussi, je sens que j'ai des symptômes de périménopause et ça aurait été beaucoup plus difficile de faire face si j'avais pas fait ce travail quelque part d'acceptation. Et donc, c'est ça qui m'a un petit peu menée à plusieurs années après à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'étais passionnée par tous ces contenus, par l'aide que je pouvais apporter éventuellement à d'autres personnes. Et donc, je me suis formée en tant que coach et je me suis spécialisée sur l'insatisfaction corporelle. Donc aujourd'hui, même si je travaille principalement avec des jeunes femmes qui n'ont pas de cycle menstruel, parce que c'est souvent comme ça qu'elles réalisent qu'il y a un truc Oui. qui va pas dans leur relation. C'est pas ton exclusivité. Tu C'est acceptes pas mon aussi les gens exclusivité. qui ont leur cycle, mais qui ont besoin de. Absolument, qui ont besoin Ouais. qui veulent changer leur image corporelle, qui veulent plus vivre dans cette angoisse de tout le temps avoir un chiffre sur la balance ou se voir d'une certaine manière ou rentrer dans une certaine taille. Tout ça, en fait, on peut vivre très bien sans s'obséder avec tout ça. Et donc, je me suis lancée en 2018. J'ai été formée l'année d'avant auprès d'un institut aux États-Unis qui travaille vraiment sur la partie psychologique de l'alimentation. Et puis après, maintenant, au fur et à mesure, en fait, j'ajoute des formations en plus. Donc, pour une personne qui sait écouter et encourager les autres dans les changements qu'ils veulent mettre en place. Une personne qui va connaître des outils comme l'autocompassion, qui joue un grand rôle, je pense, pour les jeunes femmes dans les troubles des conduites alimentaires. Tous les principes de la santé à toute taille. Ok. Et donc, il y a ton livre. En fait, comme pour moi, le premier contact avec la guérison, ça a été de comprendre que j'avais pas de cycle et pourquoi j'avais pas de cycle. J'ai vu qu'en France, en français du moins, il n'y avait pas du tout de ressources scientifiquement, je vais dire, établies de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a une aménorrhée hypothalamique, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir, etc. Et donc, j'avais demandé au docteur Sykes qui m'avait aidé en anglais à l'époque, est-ce qu'on peut traduire ton livre vers le français? Et donc, elle m'a donné l'autorisation. D'ailleurs, le livre aujourd'hui existe en allemand,
allemand, en polonais, en espagnol. Donc, il y a vraiment Ah plein ouais. d'autres traductions aussi. Donc, on a fait traduire le livre ensemble. Moi, j'ai édité le livre pour qu'il corresponde culturellement aux références francophones, puisqu'évidemment, il venait de références plutôt américaines. Et dans le Il n'y livre, a pas tous les il est chapitres, hein, quand même. on n'a pas fait tous les Parce chapitres, que... on a décidé de garder pour un deuxième volume la partie sur la Ah oui, fertilité, parce oui, que c'est ça. en fait, on n'avait pas franchement les moyens de tout Ouais, traduire ouais, d'un ouais. coup. C'est C'est déjà un un gros livre pavé, hein. c'est un livre qui est auto-publié en fait, donc Ouais, ouais. on n'a pas choisi de travailler avec une maison d'édition, on l'a fait auto-publier nous-mêmes, on a payé tous les coûts Ouais. Ah oui, oui, de c'est un gros travail. production de traduction. Mais donc l'idée c'est qu'un jour, oui, on fasse la deuxième partie autour de la fertilité. Donc ce livre-là, on l'a sorti en 2023 et il s'accompagne d'un groupe de soutien virtuel en ligne où toutes les jeunes femmes francophones peuvent venir échanger avec d'autres parce que moi j'avais trouvé ça super utile d'avoir un forum à l'époque où je pouvais Ouais. avoir d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés que moi parce que c'est vrai que Mm. on a un peu l'impression d'aller à l'encontre de la société qui cherche tout le temps à mincir. Nous, on essaye au contraire de redonner de l'énergie à notre Bah corps. oui, c'est dur, ouais. Bah aujourd'hui, du coup, si quelqu'un qui nous écoute veut travailler sur ces sujets-là, je serais ravie de l'aider, que ce soit via le livre et le groupe de soutien ou via du coaching privé. Dans le groupe de soutien, on fait des ateliers toutes les 2 semaines où on parle de sujets évidemment qui vont aider à la Mm. guérison parce il y a beaucoup de choses à apprendre et à déconstruire, ce que tu fais avec ta chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais du coup, ouais, pour rejoindre la communauté, voilà, la condition, c'est d'avoir le voilà. livre. Le livre, on peut l'avoir en digital ou en broché, ça n'a pas d'importance, mais il faut avoir le livre parce que c'est vraiment la base du travail, en Oui, fait. oui. Et j'avais pas envie que les gens rentrent dans la communauté virtuelle en disant, alors, oui, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'on passe notre temps à répéter toujours, il faut faire ça, et puis Ouais, ensuite, il faut ouais, faire ouais, ça. ouais. Donc il faut avoir le livre, mais une fois qu'on a le livre, on peut entrer dans la communauté virtuelle, on reçoit les détails avec l'achat du livre. Et si jamais vous avez acheté le livre, mais que vous n'avez pas les détails, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous envoie le lien. Il y a 28 jours gratuits. Donc, le premier mois est Mhm. gratuit et ensuite, c'est 9,99 € par mois. Donc, c'est relativement abordable par rapport à une aide. Ouais, et je pense que si on veut retrouver son cycle, c'est limite mieux que d'aller consulter le premier psy que tu trouves sur Doctolib et qui va te prendre 60 € la Oui. séance. Franchement, Alors, moi je dis, il n'y a pas complètement. photo. Il n'y a pas photo. Et je pense que Parce ce qui est important, que, c'est que si vous voulez aller voir un psy, ce qui peut être tout à fait utile, il faut aller ouais, voir quelqu'un qui a une spécialisation dans les oui, TCA. Enfin, je sais pas si toi tu réponds à ces messages-là, mais moi j'ai beaucoup de questions comme ça. J'en vois chez des gens auxquels j'ai confiance. oui. Souvent, moi, c'est des gens, je peux leur dire, mais c'est en visio, quoi. Parce que si Oui, tu me demandes oui, à oui, oui. Paris 12e, Ah non, 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 Paris non, non, en 12e, je ne visio. sais pas. Non, Je non, ne non, on sais est pas qui je vais d'accord. te recommander, bah, parce que Ouais. franchement, je sais pas. Oui, 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 non, en visio, tout à fait. Je recommande des gens qui travaillent en visio, mais je sais que bah, c'est souvent des femmes, hein, il y a assez peu d'hommes en fin de Ouais. compte dans ce monde-là, mais c'est des femmes qui, je sais, font un super boulot et vont vraiment vous aider pour le coup. Pour le coup, ce sera de Mm. l'argent qui va être bien dépensé parce que je pense qu'aussi les gens ont parfois un peu peur de mettre de l'argent là-dedans. Moi, c'est vraiment, j'ai jamais regretté aucun des spécialistes que j'ai vus à l'époque où j'en avais besoin. Et aujourd'hui, franchement, je vois la psy de temps en temps quand j'en ressens le besoin, on se voit, Mm. puis on fait un stop et puis on recommence quand j'en ai besoin. Je pense que tout le monde devrait considérer un petit budget pour sa santé Ouais, ouais. mentale comme sa santé physique. On laisse pas la santé Bah après, tu physique. peux regretter quand tu tombes vraiment sur le psy de Alors la oui, vieille école. Franchement, des fois, bien sûr. tu te dis, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Qu'est-ce qui m'a encore sorti comme théorie fumeuse? Bon, après, en France, on va... Enfin, tu disais qu'à Dubaï, t'étais pas aidé, mais en France, on n'est pas très aidé non plus. Enfin, Non. c'est sûr que tu vas me dire, elle fait sa privilégiée, là, mais franchement, en fait, si t'as pas un psychiatre, les séances de psy, ça dépend de ta mutuelle, et t'es pas Complètement. remboursé, surtout qu'à Paris, bon, je sais pas partout, mais il y a souvent des restes à charge. Oui, oui, complètement. Non, non, ça reste un Alors, luxe les et diététiciens, malheureusement. n'en parlons pas. Les diététiciens, t'as genre 30 € par an pour aller voir un diététicien selon ta mutuelle. En France, c'est très bien pour le parcours médical. Si Oui, tu vas voir un médecin, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf s'il est en secteur 3, mais en général, tu es remboursé. ouais. Mais si tu veux voir des professions, psy, diététicien, c'est compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écouteraient, c'est si vous allez voir quelqu'un et vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne, vous arrêtez en fait. Il faut pas Oui, forcer, continuer à se dire oui, bon, franchement, il me flippe un peu ou elle me semble pas ouais, sympa ou carrément. non. Retournez pas, c'est vous le client Faites en fin de confiance à compte. votre intuition. Absolument, et ça va pas être forcément positif de se forcer à aller parler à quelqu'un où on sent pas le lien. Moi, c'est aussi pour ça que, en tant que coach, je fais une première consultation de 30 minutes qui est assez bon marché, parce que j'ai envie que les gens puissent me voir et dire je me sens à l'aise avec elle ou pas. Et Ouais, moi, ça me permet de screener aussi et de dire est-ce que cette personne, je pense que je vais pouvoir l'aider ou est-ce qu'elle a besoin d'une aide différente. Il y a beaucoup de personnes que je vais voir que je vais pas accepter d'aider parce que je sais qu'elles ont besoin de plus d'aide que juste du ouais, coaching. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un peu le Far West, le coaching, et on sait pas toujours quelle va être l'éthique de la personne sur qui on va c'est ça. tomber. Enfin, je pense que pour moi, ce serait hyper négatif de prendre quelqu'un que je pourrais pas aider ou à qui je ferais du tort. Ce serait pas Ouais, positif ni ouais. pour moi ni pour la personne. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Et ben aujourd'hui, là dernièrement, ce qui est très chouette, c'est que je me suis formée dans une intervention qui permet de faire de la prévention des TCA autour du Mm. sujet de l'insatisfaction Ça, corporelle c'est auprès génial. d'adolescents. Ouais. J'ai hyper hâte de l'implémenter. Ça doit se faire en personne, ça je peux pas le faire en ligne, donc ce serait plutôt à Ouais. Dubaï. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes à Dubaï, il faut vraiment pas hésiter à prendre contact. Il faut évidemment que les adolescentes soient prêtes à participer. Il faut pas les Et forcer à le les faire. adolescents, je pense qu'il faut pas genrer forcément. Alors oui, alors bah, là, j'ai la formation pour les garçons aussi là Ah, ce d'accord. mois-ci. Mais ce qu'ils recommandent pour les garçons, c'est d'avoir quand même une personne masculine dans la pièce qui anime Ah ouais. Oui, oui. parce que ça c'est plus facile d'avoir un Ouais, homme ouais. qui parle aux garçons. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de mettre en place, mais c'est pas impossible. Je sais qu'il y a des Oui, oui. professionnels auxquels je pense qui pourraient m'aider. Mais voilà, c'est un petit peu plus. Et c'est la recommandation, c'est évidemment d'utiliser le fait que des pairs PAIR Ouais. puissent aider aussi. Donc ça, c'est un peu ce qui m'anime et ce qui m'intéresse en ce moment. Super. Merci beaucoup à toi, Florence. On mettra donc tes réseaux, ton site internet dans la description. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et merci Raphaël de nous avoir laissé enregistrer si gentiment. Ouais, ouais, il a dormi un peu, mais t'as écouté Là, Raphaël surtout. Et je vous fais juste un petit update par rapport à ce flan vegan qui était franchement pas mal. Un peu moins gras qu'un flan classique, mais vraiment il est bien ferme, ça a une bonne texture. Donc la recette, je peux vous la conseiller si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.